Femme avec laquelle vous interagissez, que ce soit votre épouse depuis 20 ans, une collègue ou une connaissance occasionnelle. Et sur ces balances, elle place constamment, inconsciemment, à un niveau instinctif, vos paroles, vos gestes, vos décisions et même vos silences dans la conversation. D'un côté de la balance, tout ce qui témoigne de la force, de la fermeté d'âme, de la confiance. De l'autre, tout ce qui crie la faiblesse, l'anxiété et l'insécurité. Et la chose la plus importante à comprendre à propos de ces balances est qu'elles n'obéissent pas à la logique. Vous pouvez être un homme aimable, intelligent, décent et prospère. Mais si votre comportement contient certains marqueurs, certaines habitudes dont nous allons parler aujourd'hui, alors, à ses yeux, au niveau de l'instinct animal, vous êtes un homme faible. Elle ne vous le dira jamais directement car c'est un tabou social, mais elle le sentira, et son respect et avec lui son attirance commenceront à fondre lentement, mais sûrement comme un glacier, sous les rayons d'un soleil impitoyable. Il y a 100 ans, des titans de la pensée comme Freud et Carl Jung furent les premiers à oser se pencher sur cette chambre obscure de la psyché humaine, et à le dire clairement: nos réactions les plus fortes ne sont pas régies par la raison, mais par l'inconscient. C'est là, dans ces profondeurs, que ces balances opèrent. Et aujourd'hui, nous n'allons pas philosopher. Nous allons créer une liste de contrôle en 15 points brutales, mais d'une honnêteté brutale qui vous permettra de procéder à un diagnostic complet de votre comportement et d'apprendre à parler la langue de ses instincts. Ceci ne sera pas une vidéo de plus. Ce sera un diagnostic honnête, parfois sévère. Avant d'explorer les aspects mystérieux de la psychologie et du comportement humain selon Jung, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une source d'information, mais un véritable voyage vers la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre. Commençons. Acte 1er, la faiblesse dans la communication, le marqueur inaperçu numéro 1. Vous vous excusez trop. Traçons une ligne claire immédiatement pour éviter toute confusion. Nous ne parlons pas des situations où vous êtes véritablement en faute. Vous lui avez marché sur le pied, oublié une date importante ou dit quelque chose de blessant sous le coup de l'émotion. Dans ces cas, s'excuser est un signe, non pas de faiblesse, mais de maturité et d'équilibre. Nous parlons d'autre chose, du désolé et du c'est ma faute, réflexe parasitaire qui s'échappe automatiquement de votre bouche comme un encombrement verbal sans raison aucune. Cela ressemble à ceci. Au lieu de simplement poser une question, vous commencez par une phrase qui sonne comme une excuse. Par exemple, « Désolé, est-ce que je peux te demander quelque chose ?» Au lieu d'exprimer votre opinion, vous la préfacez par « Désolé, mais je pense différemment ». L'exemple le plus révélateur est celui où quelqu'un vous bouscule dans la foule et où vous dites instinctivement « Oh pardon ». Vous vous excusez d'avoir été dérangé. C'est exactement le symptôme dont nous parlons. D'un point de vue psychologique, c'est une conséquence directe du syndrome du gentil garçon. C'est une conviction interne que vous devez être accommodant, non conflictuel et inaperçu. Vous craignez inconsciemment de prendre le temps de quelqu'un, de perturber son confort ou d'affirmer votre droit d'exister. Chaque « désolé » de ce type est une petite transaction verbale dans laquelle vous dites au monde et principalement à la femme en face de vous: je ne me considère pas assez important. Je m'excuse du simple fait de mon existence ici et maintenant. Comment lit-elle cela? Sur un plan instinctif, une femme n'entend pas de la politesse. La politesse, c'est « s'il te plaît » ou « merci ». Elle entend un signal d'alarme. Son subconscient, affûté par des millénaires d'évolution pour rechercher un partenaire fort et confiant, y détecte votre insécurité fondamentale. Dans sa vision du monde, un homme qui s'excuse constamment sans raison est incapable de protéger, incapable de prendre une décision ferme et incapable de résister à la pression. Chaque « désolé » inutile est un clou de plus que vous enfoncez dans le cercueil de votre autorité. Que pouvez-vous faire? Commencez par surveiller votre discours. Cela demande de la pleine conscience.
Surprenez-vous au moment où vous êtes sur le point de prononcer un « désolé » automatique et remplacez-le. Au lieu de « désolé d'être en retard », dites fermement et calmement « merci pour ta patience ». Sentez-vous comment l'énergie de la phrase change. La première est de la position d'un enfant coupable. La seconde est de la position d'un adulte qui valorise le temps de l'autre. Au lieu de « désolé de te déranger », dites « as-tu une minute ?» C'est une communication directe et respectueuse. Votre tâche est d'éradiquer de votre vocabulaire les excuses pour avoir une opinion, pour poser des questions, pour simplement exister. Un homme fort ne s'excuse pas d'être ce qu'il est. Il prend sa place dans le monde de droit, pas par permission. Et c'est cette conscience tranquille de son droit qu'une femme lit comme fiabilité et force. Le marqueur numéro 2. Vous cherchez son approbation avant de prendre une décision. Ce signe est plus subtil que le précédent et se déguise souvent en prévenance et en partenariat, mais son pouvoir destructeur n'en est pas moins puissant. Nous parlons de l'habitude de demander sa permission ou son approbation pour vos décisions personnelles non communes. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je devrais accepter ce projet? Ça te dérange si je vois mes amis samedi? Chérie, qu'est-ce que tu penses du fait que j'achète une nouvelle canne à pêche? Ah, première vue, cela ressemble à un signe de respect pour votre partenaire. Mais à un niveau instinctif profond, cela diffuse un manque total de confiance en vos propres décisions. La racine psychologique de ce comportement est la peur de la responsabilité. En posant une telle question, un homme essaye inconsciemment de transférer une partie de la responsabilité du résultat sur la femme. Si le projet échoue, il pourra se dire « Eh bien, nous l'avons décidé ensemble ». Si ses amis se révèlent être de mauvaise compagnie, il s'absout d'une partie du blâme. Il ne cherche pas de conseils. Il cherche un passe-droit. Il cherche un support externe pour sa propre fermeté intérieure qui fait apparemment défaut. Une femme, même la plus moderne et émancipée, recherche inconsciemment un leader chez un homme. Pas un tyran, mais un leader, quelqu'un qui peut prendre des décisions et en assumer l'entière responsabilité à 100%. Lorsqu'un homme cherche constamment son approbation, il retire volontairement le manteau du leader et enfile le tablier du subordonné. Il change le modèle de rôle d'homme-femme en fils-mère. Et une mère peut aimer son fils, prendre soin de lui, mais elle ne le désirera et ne le respectera jamais comme elle le ferait pour un homme. Comment voit-elle cela? Chaque fois qu'il lui demande la permission de vivre sa propre vie, elle voit de la faiblesse, pas du respect. Elle voit qu'il ne fait pas confiance à son propre jugement. Cela crée un sentiment d'anxiété chez elle. S'il ne peut pas décider, s'il doit voir ses amis, comment prendra-t-il une décision lors d'une véritable crise? Comment agira-t-il lorsque la famille aura besoin d'être défendue? Quand des risques financiers devront être pris lorsqu'ils feront face à une pression externe? Son indécision dans les petites choses se projette sur les grandes. La solution ici est de changer le format de la communication. Arrêtez de demander la permission. Commencez par l'informer de vos décisions. C'est la différence clé. Au lieu de demander « ça te dérange si je vois mes amis samedi ?» affirmez « je vois mes amis samedi, je serai de retour vers 22 heures ». Au lieu de « qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je devrais acheter cette veste ?» dites « j'ai décidé d'acheter cette veste. Je pense qu'elle me va bien ». Cela ne signifie pas que son opinion n'a pas d'importance. Vous pouvez toujours lui demander conseil, mais la formulation doit être différente. J'ai une préférence pour cette option. Ça m'intéresserait d'avoir ton point de vue. Dans ce cas, vous restez le décideur et elle agit comme une conseillère, pas comme l'autorité d'approbation. Réaffirmez votre droit de prendre des décisions. C'est le fondement du rôle masculin. Le marqueur numéro 3, vous riez à ces blagues, même quand elles ne sont pas drôles. C'est un marqueur très subtil, mais incroyablement révélateur. Elle raconte une blague ou essaie d'être spirituelle, mais la blague tombe à plat. C'est faible, éculé, pas drôle. Et à ce moment-là, au lieu d'une réaction naturelle, d'un léger sourire ou du silence, vous forcez un rire social contraint. Oui, c'est drôle. Vous le faites avec les meilleures intentions. Vous avez peur de l'offenser. Vous voulez être solidaire pour montrer que vous êtes sur la même longueur d'onde, mais le résultat est exactement l'inverse. Que se passe-t-il réellement? Vous lui montrez votre manque d'authenticité. Un rire sincère et spontané
est une réaction involontaire. Il est impossible de le simuler sans que cela ne se ressente. Votre rire forcé est un signal que votre réaction n'est pas réelle. Vous essayez de lui faire plaisir. Vous craignez sa réaction négative à l'absence de votre réaction positive. En termes simples, vous montrez de la peur, et la peur est l'antonyme de la force. Vous montrez que son confort émotionnel est plus important pour vous que votre propre sincérité. D'un point de vue psychologique, on appelle cela la conformité, le désir de répondre aux attentes des autres. Un homme avec un noyau intérieur fort, avec une haute estime de soi, est authentique. Ses réactions lui appartiennent. Il ne rira pas s'il ne trouve pas quelque chose de drôle. Et il ne froncera pas les sourcils s'il est heureux juste pour faire plaisir à quelqu'un. Un homme qui rit faussement diffuse « Mes réactions dépendent de toi. Je suis prêt à être insincère juste pour te rendre heureuse. » C'est le comportement d'un suiveur, pas d'un leader. Comment une femme perçoit-elle cela? Elle ne le réalisera peu. Être pas logiquement, mais à un niveau intuitif, elle sentira la malhonnêteté et elle tirera deux conclusions. Premièrement, on ne peut pas lui faire confiance. S'il ment sur quelque chose d'aussi trivial qu'un rire, qu'est-ce qui garantit qu'il sera honnête sur quelque chose de plus sérieux? Deuxième conclusion, il est faible. Il a peur. Il est obséquieux. Cela tue le respect à sa racine, car le respect se gagne par l'honnêteté et la force intérieure, non par la flagornerie. Quelle est la solution? Soyez honnête dans vos réactions. Si la blague n'est pas drôle, votre meilleure réaction est un sourire léger et bienveillant. Vous pouvez hocher la tête pour montrer que vous écoutez. C'est suffisant. Vous ne l'avez pas offensé, mais vous n'avez pas menti non plus. Si vous avez assez de confiance et un bon niveau de complicité, vous pouvez même la taquiner gentiment en retour en disant quelque chose comme « c'était une tentative audacieuse ». Je te l'accorde. C'est le niveau supérieur qui montre à la fois votre confiance en vous totale et votre sens du jeu. N'oubliez pas, votre rire sincère est une récompense. Et comme toute récompense, elle perd de sa valeur si elle est accordée sans la mériter. Valorisez vos propres émotions et elle commencera à les valoriser également. Le marqueur numéro 4. Vous parlez vite et précipitamment. Faites attention à votre manière de parler, surtout lorsque vous êtes nerveux ou que vous essayez de transmettre une pensée importante. Commencez-vous à parler à toute vitesse? Marmonnez-vous vos mots? Accélérez-vous en essayant de faire sortir toutes les informations en une seule inspiration? Si c'est le cas, c'est un marqueur puissant d'insécurité qui est lu par tout le monde et surtout par les femmes. Le fondement psychologique d'un tel discours est une peur subconsciente. La peur d'être interrompu, la peur de ne pas être écouté jusqu'au bout, la peur que votre pensée ne soit pas suffisamment précieuse pour que les autres y consacrent du temps. Une personne qui parle vite et de manière décousue crie essentiellement à son auditoire « Je ne crois pas que vous allez m'écouter, alors je vais essayer de prendre le moins de votre temps possible. » C'est la position d'un mendiant, pas d'un donneur. Il se précipite parce qu'il ne se sent pas le droit d'avoir l'attention de l'auditoire. Pensez maintenant à la manière dont parlent les personnes avec du pouvoir, du statut et de la confiance. Pensez aux grands politiciens, aux entrepreneurs à succès, même aux personnages de films faisant autorité. Leur discours est généralement mesuré. Il est lent. Il est rempli de pauses. Et ces pauses ne sont pas le signe qu'ils ont oublié un mot. Une pause est un outil de pouvoir. Elle oblige l'auditeur à attendre avec impatience. Elle donne du poids aux mots qui suivront. Une personne qui parle lentement diffuse « Mes pensées sont importantes. Mes mots ont du poids. Je sais que vous allez m'écouter, donc je ne vois aucune raison de me précipiter. » Comment une femme lit-elle cela? Un discours précipité est associé à l'anxiété, et l'anxiété est l'opposé direct de la fiabilité. Sur un plan biologique, une femme recherche le calme et l'ancrage chez un homme, des qualités qui témoignent de sa capacité à gérer le stress et à résoudre les problèmes. Pour son subconscient, votre discours précipité est un signal. Il est nerveux. Il ne contrôle pas la situation. On ne peut pas compter sur lui. Cela peut miner complètement le sens des mots, même les plus intelligents et les plus justes que vous prononcez. Que faire? Ralentissez consciemment. Commencez par un exercice simple. Essayez de parler 20 ou même 30% plus lentement que ce à quoi vous êtes habitué. Au début, cela vous semblera contre nature.
Vous pourriez avoir l'impression de traîner, mais ce n'est que votre perception interne. Pour l'auditeur, votre discours deviendra plus clair, plus substantiel et plus autoritaire. Utilisez des pauses avant de répondre à une question importante. Marquez une pause d'1 ou 2 secondes. Cela montre que vous réfléchissez à la réponse au lieu de simplement lâcher de manière réflexe la première chose qui vous vient à l'esprit. Votre discours est la musique de votre autorité. Arrêtez de la jouer à un rythme effréné. Commencez à l'interpréter lentement et avec dignité. Le marqueur numéro 5, vous vous excusez lorsque personne ne vous accuse. C'est l'un des schémas comportementaux constructifs les plus courants. Il se manifeste lorsque vous commencez à expliquer et à défendre vos actions avant même que quelqu'un n'ait exprimé une plainte. C'est comme si vous vous étiez déjà déclaré coupable et que vous commenciez à organiser une défense dans un procès imaginaire. Un exemple classique, vous rentrez du travail une demi-heure plus tard que d'habitude. Votre femme n'a même pas eu le temps de dire un mot et vous vous lancez dans une tirade défensive dès le pas de la porte. Le trafic était terrible. Tout était à l'arrêt. Et puis mon patron a convoqué une réunion de dernière minute. J'ai eu du mal à m'échapper. Vous vous justifiez même si personne ne vous accusait. Peut-être qu'elle n'avait même pas remarqué votre retard. Mais vous avez déjà créé une situation où vous êtes le coupable et elle est le juge. Un autre scénario, vous vous achetez quelque chose que vous vouliez depuis longtemps. Et au lieu de simplement partager votre joie, vous commencez à justifier l'achat. J'ai acheté un nouveau téléphone. L'ancien fonctionnait à peine et il y avait cette super promotion, alors je me suis dit que c'était un bon investissement. Encore une fois, vous vous défendez contre une attaque qui n'a jamais eu lieu. Vous diffusez un sentiment de culpabilité pour avoir dépensé de l'argent pour vous-même. La racine psychologique de ce comportement est une insécurité profonde et une attente de punition. Ce schéma se forme souvent dans l'enfance lorsqu'un enfant s'habitue à ce que toute action soit suivie de critiques ou de réprimandes de la part de ses parents. Alors il apprend à s'excuser préventivement. Dans la vie adulte, cela devient une habitude qui signale une faible estime de soi et la peur des figures d'autorité. Un rôle désormais joué par une femme, un patron ou la société en général. Que voit une femme? Elle voit un homme qui se sent coupable par défaut. Elle voit qu'il n'est pas confiant dans son droit de rentrer chez lui à l'heure qu'il veut ou de dépenser l'argent qu'il a gagné. Ce rôle volontaire de l'accusé la place automatiquement dans le rôle du procureur. Même si elle n'avait aucune intention de vous faire des reproches, votre discours défensif la provoque à poser des questions de clarification qui sonneront alors comme un interrogatoire. Vous créez ce scénario vous-même. Un homme qui se justifie constamment ne peut pas être perçu comme fort et autonome. Il est perçu comme un adolescent qui s'est mal conduit. La solution est d'arrêter d'expliquer vos actions à moins qu'on ne vous le demande. Énoncez simplement les faits. Non pas « je suis en retard parce que », mais « j'ai été retenu au travail aujourd'hui ». Point final. Si elle s'intéresse aux raisons, elle demande et alors vous pouvez expliquer calmement, sans émotion ni excuse. Non pas « j'ai acheté un téléphone parce que », mais « regarde le nouveau téléphone que j'ai eu ». Partagez votre joie, pas votre culpabilité. Votre position par défaut devrait être celle d'une personne qui a tout à fait le droit de faire ses propres actions. Arrêtez de vous défendre sans être attaqué. Cela restaurera votre dignité et lui fera voir en vous non pas une partie coupable, mais un homme sûr de lui. Acte 2. La faiblesse dans l'action, l'érosion de la fermeté d'âme numéro 6. Vous êtes indécis dans les petites choses. Nous sommes maintenant passés dans le domaine des actions où la faiblesse est encore plus apparente. Et l'un des marqueurs les plus flagrants est votre incapacité à prendre des décisions simples du quotidien rapidement et avec confiance. La situation classique, c'est vendredi soir, vous n'êtes que tous les deux, et la question se pose, que devrions-nous faire? Et vous répondez, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Ou au restaurant, après avoir fixé le menu pendant 10 minutes, vous dites, oh, tout a l'air si bon. Je ne sais vraiment pas. Qu'est-ce que tu prends? Peut-être que je prendrai la même chose. Cela semble être une petite chose. Cela semble être une marque de démocratie et un désir de plaire à votre partenaire. Mais en réalité, c'est une catastrophe pour votre autorité masculine.
car votre indécision dans le choix d'un film ou d'un plat est pour son subconscient une projection directe de votre indécision dans des questions de vie plus importantes. S'il ne peut pas décider quelle pizza commander, comment peut-il choisir la bonne stratégie pour la famille en cas de crise? La raison psychologique de cette indécision est la même peur de la responsabilité que nous avons déjà abordée. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Et si elle n'aime pas le film, et si le plat n'est pas savoureux, alors vous essayez d'éviter cette micro-responsabilité en la lui transférant. Vous voulez qu'elle prenne la décision pour que si quelque chose ne va pas, ce ne soit pas de votre faute. C'est une position infantile qui vous prive complètement du rôle de leader dans la relation. Une femme, par sa nature, veut suivre un homme. Elle veut qu'il mène. Lorsqu'il lui présente un choix du type « tu décides », il la met dans une position difficile. Il la force à exercer une fonction masculine, prendre une décision et diriger. Cela la fatigue et provoque de l'irritation. Elle pourrait prendre la décision, mais son respect pour vous, à ce moment-là, baissera d'un cran. Elle voulait se détendre et vous faire confiance et au lieu de cela, elle a été obligée de travailler comme leader à votre place. À quoi cela devrait-il ressembler idéalement? Un homme fort et confiant a toujours un plan ou au moins quelques suggestions concrètes. À la question « Que devrions-nous faire ce soir ?» il ne répond pas « Je ne sais pas ». Il répond « J'ai une idée. Allons dans ce nouveau restaurant italien et faisons ensuite une promenade le long de la rivière. Qu'est-ce que tu en penses ?» Remarquez qu'il propose un scénario spécifique, mais lui donne également la possibilité de l'ajuster. Il mène, mais il ne dicte pas. Au restaurant, il dit « Je prends le steak, je pense que tu pourrais aimer le poisson. Qu'en penses-tu » Il prend l'initiative à nouveau. Commencez à pratiquer la décision dans les petites choses. Lorsqu'on vous demande ce que vous voulez, donner toujours une réponse spécifique, même si vous n'êtes pas sûr à 100%, choisissez quelque chose. Entraînez ce muscle de la prise de décision. Votre capacité à choisir rapidement et avec confiance un film pour la soirée est pour elle un signal inconscient que vous pouvez prendre tout aussi rapidement et avec confiance une décision plus sérieuse lorsque c'est nécessaire. La force est dans l'action et chaque action commence par une décision. Le marqueur numéro 7, vous évitez les conflits à tout prix. Ce signe est l'une des pierres angulaires du syndrome du gentil garçon. C'est une peur panique de toute confrontation, de toute dispute, de toute expression de mécontentement. Vous êtes prêt à tout pour maintenir l'apparence de la paix et de l'harmonie. Quelqu'un est impoli avec vous dans un magasin, vous restez silencieux. Votre femme a manifestement tort dans une dispute, vous êtes d'accord avec elle juste pour qu'elle arrête de faire la tête. Vous sentez que vos limites personnelles sont violées, mais il vous est plus facile de les endurer que d'exprimer votre insatisfaction. Psychologiquement, cela s'explique par une peur profonde du rejet. Dans l'enfance, un tel garçon a appris que l'amour et l'approbation de ses parents ne pouvaient être obtenus qu'en étant accommodant et obéissant. Toute expression de sa propre opinion, allant à l'encontre de ses parents, était accueillie par une punition ou une froideur émotionnelle. Et maintenant, dans la vie adulte, vous continuez à utiliser la même stratégie. Pour vous, le conflit est inconsciemment synonyme de perte d'amour. C'est pourquoi vous l'évitez comme la peste. Mais que se passe-t-il? Il en réalité, votre désir d'une existence sans conflit conduit au résultat exactement inverse. Premièrement, vous perdez le respect de vous-même. Chaque fois que vous ravalez une insulte ou que vous reculez sur votre opinion, votre estime de soi diminue. Vous vous trahissez. Deuxièmement, vous perdez le respect de la femme. Sur un plan instinctif, une femme cherche un protecteur chez un homme. Un protecteur est quelqu'un qui n'a pas peur du conflit lorsqu'il s'agit de défendre ses intérêts, sa famille, ses principes. Si elle voit que vous ne pouvez même pas vous défendre dans une situation quotidienne mineure, une question légitime se pose dans son esprit. Sera-t-il capable de me protéger, ainsi que nos enfants, si une menace réelle se présente? Elle lit votre évitement du conflit, non pas comme du pacifisme, mais comme de la lâcheté. Elle voit que vous avez peur, et cette peur tue son sentiment de sécurité avec vous. De plus, votre constante indulgence et votre tendance à aplanir les choses la provoquent à exercer encore plus de pression. Elle repoussera inconsciemment vos limites de plus en plus loin, essayant de trouver la limite où vous riposterez enfin. Et quand elle ne la trouve pas,
elle devient de plus en plus déçue. La solution n'est pas de devenir un tête brûlée agressive. La solution est d'apprendre à défendre calmement et fermement vos limites et votre opinion. C'est ce qu'on appelle l'assertivité. Si quelque chose ne vous plaît pas, vous devez le dire. Pas en criant, pas en accusant, mais avec un message calme et clair. Par exemple, au lieu de tolérer silencieusement son retard constant, dites « C'est important pour moi que nous soyons à l'heure. S'il te plaît, essaie de ne pas être en retard la prochaine fois. » Vous n'attaquez pas. Vous énoncez votre position. Arrêtez d'avoir peur du conflit. Un conflit sain et constructif n'est pas la fin d'une relation, mais un élément nécessaire à sa croissance. C'est dans les disputes que la vérité naît et que les limites sont fixées. Un homme qui n'a pas peur d'une confrontation saine inspire le respect. Il montre qu'il a des principes de la dignité, une colonne vertébrale. Et c'est cette colonne vertébrale à laquelle une femme veut s'accrocher. Le marqueur numéro 8, vous la laissez dérailler vos plans. Vous avez vos propres affaires, vos propres objectifs, vos propres loisirs. Vous avez prévu de travailler sur un projet important le soir, d'aller à la salle de sport ou de rencontrer un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous l'en avez informé à l'avance. Mais quand le soir arrive, elle dit « Oh, je suis si fatiguée. Je me sens si triste. Reste avec moi. Regardons un film. » Et vous, avec un soupir, annulez tous vos plans et vous vous asseyez à côté d'elle sur le canapé. Vous pensez que vous accomplissez un acte noble. En réalité, vous commettez un acte d'auto-anéantissement à ses yeux. Quel est le piège psychologique ici? Un homme est défini par sa mission, son chemin, son but. Cela peut être n'importe quoi, une carrière, une entreprise, un passe-temps, une activité créative, un sport. C'est ce qui forme son noyau et remplit sa vie de sens. C'est son vecteur. Une femme, à son tour, est très sensible à la présence de ce vecteur. Et son attirance dépend directement de la dévotion de l'homme à son chemin. Lorsque vous abandonnez facilement et docilement vos plans au profit de son humeur passagère, vous lui diffusez un message simple. Mon chemin, mes objectifs, mon but, ils ne sont pas si importants. Ton humeur est plus importante. Vous placez son état émotionnel au-dessus de votre mission. Et à ce moment précis, vous cessez d'être le leader pour elle, celui qu'il est intéressant de suivre. Vous devenez le personnel de service pour ses émotions. Et on ne ressent pas d'attirance pour le personnel. On l'utilise simplement. De plus, une femme teste souvent inconsciemment votre force de cette manière. Sa demande de rester n'est pas toujours un besoin réel, mais un test. Elle demande en quelque sorte « Quelle est l'importance de tes plans pour toi ? Es-tu prêt à les abandonner pour moi ?» Et si vous répondez « oui », vous échouez au test. Vous montrez que votre monde tourne autour d'elle et non autour de vos propres objectifs. Cela pourrait lui plaire sur le moment, mais à long terme, cela tue son respect. Elle veut être une partie importante de la vie d'un homme qui suit son propre chemin, mais elle ne veut pas être le chemin elle-même. Quelle est la bonne façon d'agir? Vous n'avez pas besoin d'être insensible et indifférent. Vous devez montrer de l'attention tout en restant fidèle à votre vecteur. La bonne réponse dans une telle situation ressemble à ceci. Je comprends que tu sois triste et je veux vraiment te soutenir. Faisons ceci. Je vais finir ce que je suis en train de faire maintenant. Cela prendra environ 1 heure et après cela nous passerons du temps ensemble. Je serai tout à toi. Je vais nous préparer du thé et nous parlerons de tout. Que réalisez-vous avec une telle réponse? Premièrement, vous montrez que ces sentiments sont importants pour vous. Deuxièmement, vous démontrez que vos plans et votre mission sont une priorité qui n'est pas sujette à annulation. Vous offrez un compromis dans lequel vous restez le maître de votre temps et de votre vie. Vous montrez que vous êtes un roc qui ne peut pas être déplacé par la vague momentanée de son humeur. Et c'est sur un tel roc qu'elle voudra s'appuyer. Le marqueur numéro 9. Vous vous plaignez à elle de vos problèmes. Il y a une ligne mince mais critique entre partager un problème et s'en plaindre. Partager, c'est lorsque vous discutez tous les deux en équipe d'une difficulté et que vous cherchez des moyens de la résoudre. Se plaindre, c'est lorsque vous déchargez sur elle un flot de votre négativité, de vos lamentations et de votre impuissance, cherchant non pas une partenaire mais une épaule pour pleurer. Les hommes qui choisissent la deuxième voie commettent une erreur fatale. Ils rentrent à la maison et commencent à dire « Mon patron m'a encore engueulé. Les clients ne paient pas. J'en ai tellement marre de tout ça.
Je n'ai plus d'énergie, je ne sais pas quoi faire. Ils pensent que ce genre d'ouverture les rapproche qu'en montrant leur vulnérabilité, ils deviendront plus proches. Mais ils confondent la vulnérabilité avec l'impuissance. Psychologiquement, c'est une tentative de retourner à la position d'enfant. Quand un petit garçon est triste, il court vers sa mère, se plaint à elle, elle lui caresse la tête le plaint, et il se sent mieux. Un homme qui se plaint à sa femme essaie de reproduire ce scénario. Il cherche une mère en elle, pas une femme. Il veut se décharger du fardeau de la responsabilité et le lui faire porter au moins émotionnellement. Il veut être plein. Mais une femme ne veut pas être votre mère, elle veut être votre femme. Et pour une femme, un homme est avant tout une source de force et de soutien. C'est celui qui résout les problèmes, pas celui qui se lamente à leur sujet. Lorsque vous vous plaignez, vous détruisez cette image. Vous lui montrez votre faiblesse sous sa forme la plus peu attrayante. Vous démontrez que vous ne vous en sortez pas, et cela lui cause non pas de la sympathie, mais de l'anxiété et de la déception. Son instinct lui crie « il est faible ». Il ne peut pas gérer les difficultés. On ne peut pas compter sur lui. Je suis en danger. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devez être un robot sans âme et ne jamais parler de vos difficultés. Mais la manière de le présenter est primordiale. Au lieu de vous plaindre, utilisez le format d'un rapport et d'une recherche de solutions. Au lieu de « mon patron est un crétin, il m'a engueulé », dites « j'ai eu une conversation difficile avec mon patron aujourd'hui. Je réfléchis à la meilleure façon d'élaborer une stratégie pour l'avenir afin d'éviter de telles situations. » Au lieu de « je suis si fatigué, tout est horrible », dites « ce projet demande beaucoup d'énergie. J'aurai besoin de quelques jours pour récupérer et élaborer un nouveau plan. » Dans une telle formulation, vous apparaissez non pas comme une victime des circonstances, mais comme un guerrier qui a rencontré un obstacle et qui cherche un moyen de le surmonter. Vous partagez le problème avec elle, mais pas votre impuissance. Vous l'invitez à un dialogue en tant que partenaire égal, non pas comme une figure maternelle réconfortante. C'est cette approche qui suscite le respect et le désir de soutenir. Les femmes sont attirées par la force, et la force est la capacité de résoudre les problèmes, pas de s'y noyer. Le marqueur numéro 10, vous surréagissez à ces tests. Les tests féminins ou tests de force sont un sujet sur lequel beaucoup d'encre a coulé. Certains les considèrent comme un mythe, d'autres comme une manipulation malveillante. Mais la vérité est qu'ils existent. Et dans la plupart des cas, ils se produisent de manière totalement inconsciente. Il peut s'agir d'un changement d'humeur soudain, d'une question provocatrice, d'une légère réprimande ou même d'un flirt avec un autre homme devant vous. Le but de ce test n'est pas de vous blesser, mais de sonder vos limites, de vérifier votre confiance en vous, votre noyau intérieur. Ses instincts anciens lui demandent constamment « est-il vraiment fort ? Va-t-il craquer sous la pression? Est-ce toujours lui qui est aux commandes ?» Et elle, sans s'en rendre compte, crée une petite situation stressante pour voir votre réaction. Et c'est là qu'un homme faible commet l'erreur principale. Il réagit, et il réagit émotionnellement et violemment. Par exemple, elle dit avec un léger sourire narquois « Tu sais, mon ex avait une chemise exactement comme ça, mais elle lui allait mieux. » Un homme faible explosera immédiatement. Il commencera à se justifier « c'est une chemise chère », à s'offenser « pourquoi le mentionnes-tu » ou à contre-attaquer « eh bien ton ex était un perdant ». Dans n'importe lequel de ces cas, il a échoué au test. Il a montré que ses paroles l'avaient déséquilibré. Il lui a donné le contrôle de ses émotions. Il a montré sa faiblesse. Nous pouvons ici rappeler le vieux Freud. Il parlait de la structure de la personnalité composée du ça, du moi et du surmoi. Eh bien, son test est une impulsion de son ça, de sa partie instinctuelle animale. Et votre réaction orageuse est la réponse de votre moi blessé qui s'est avéré instable. Un homme fort dont le moi est inébranlable ne permettra pas à une impulsion du ça de quelqu'un d'autre de détruire sa paix intérieure. À quoi ressemble la réaction correcte? Au calme, à la composition et à une touche d'ironie. À la remarque sur la chemise, un homme fort répondra avec un sourire narquois « Donc ton ex avait bon goût mais elle me va quand même mieux » et il changera de sujet. C'est tout. Il ne s'est pas vexé, il n'a pas commencé une dispute. Il a montré que son estime de soi est si élevée qu'une si petite pique ne peut tout simplement pas la pénétrer.
Il est resté un roc contre lequel sa vague provocatrice s'est brisée. Les tests féminins sont comme le sparring. Elles lancent un coup léger pour voir si vous pouvez maintenir votre posture. Si vous commencez à vous énerver, à agiter les bras et à crier, vous avez perdu. Si vous bloquez calmement le coup et souriez, vous avez gagné. Et leur respect pour vous augmente 10 fois. Alors, la prochaine fois que vous sentez qu'elle vous provoque, ne vous précipitez pas pour réagir. Prenez une inspiration, expirez et rappelez-vous que ce n'est qu'un test. Et la meilleure réaction à cela est votre calme inébranlable. Et cette profondeur, cette analyse au niveau de la psychologie et des instincts, c'est exactement pourquoi notre chaîne a été créée. Si cette approche résonne en vous et que vous n'êtes pas encore avec nous, c'est le meilleur moment pour vous abonner. Acte 3. La faiblesse du statut, perdre le piédestal. Signe numéro 11. Vous critiquez les hommes plus performants. Nous passons au dernier acte, et le plus important de notre diagnostic, les manifestations de la faiblesse dans le statut social. Et l'un des signes les plus clairs d'un homme ayant une faible estime de soi et un sentiment interne de son propre rang inférieur est l'habitude de critiquer, condamner et rabaisser ceux qui ont accompli davantage. Cela se manifeste constamment. Vous regardez les informations et vous dites « cet homme d'affaires, il a probablement tout volé ». Vous voyez une photo sur les réseaux sociaux d'une connaissance qui a acheté une nouvelle voiture et votre commentaire est « il l'a eu à crédit juste pour se la jouer ». Vous entendez parler du succès d'un collègue et vous chuchotez « il a juste eu de la chance » ou « c'est un lèche-bot ». Dans chacun de ces cas, vous n'essayez pas de vous élever, mais de tirer quelqu'un d'autre vers le bas pour vous faire paraître meilleur en comparaison. Au cœur de ce comportement se trouve la psychologie de ce que l'on appelle la mentalité du crabe. Si vous mettez un seul crabe dans un seau, il peut facilement en sortir. Mais si vous en mettez plusieurs, ils tireront vers le bas quiconque essaie de grimper. Un homme peu sûr de lui fait de même. Au lieu d'apprendre des personnes qui réussissent d'adopter leur expérience et leur stratégie, il essaye de les rabaisser en dévalorisant leur réussite. C'est un mécanisme de défense psychologique. Si je ne peux pas être comme lui, je vais me prouver et prouver aux autres qu'il est mauvais et que je n'ai pas besoin d'être comme lui. Comment une femme voit-elle cela? Elle ne voit pas votre perspicacité et votre esprit critique. Elle voit votre envie et votre faiblesse. Les femmes sont instinctivement attirées par les leaders, par les gagnants. Lorsque vous critiquez les gagnants, vous vous placez automatiquement dans la position d'un perdant qui reste sur la touche et grogne. Vous montrez que vous n'êtes pas dans le jeu. Vous n'êtes même pas sur le banc. Vous êtes dans les gradins des spectateurs mécontents. De plus, une telle critique montre votre incapacité à grandir. Un homme qui admire le succès d'un autre et essaie de comprendre comment il a été atteint est un homme avec un état d'esprit de croissance. Il croit qu'il peut aussi réaliser de grandes choses. Un homme qui ne fait que critiquer est un homme avec un état d'esprit fixe. Il ne croit pas en ses propres capacités. Il ne lui reste donc plus qu'à dévaloriser les autres. Pour une femme, c'est le signal qu'avec un tel homme, elle peut s'attendre à la stagnation et à la morosité, et non au développement et à la prospérité. Quel est l'antidote admiration et analyse? La prochaine fois que vous verrez un homme qui a plus de succès, que vous interdisez-vous de le critiquer. Au lieu de cela, demandez-vous « qu'a-t-il fait que je n'ai pas fait, que puis-je apprendre de lui ?» Au lieu de dire « il l'a volé », dites « il a trouvé un moyen ». Au lieu de « il a eu de la chance », dites « il a saisi une opportunité ». Commencez à parler des personnes qui réussissent avec respect même si vous n'êtes pas d'accord avec elles. Cela changera instantanément votre propre positionnement. Vous passerez d'un perdant critique à un étudiant stratège, et une femme ressentira immédiatement ce changement. Elle verra que vous regardez vers le haut, que vous n'essayez pas de tirer quelqu'un vers le bas, et seuls ceux qui prévoient de grimper regardent vers le haut. Signe numéro 12. Vous vous vantez d'argent ou de relations. Cet indicateur est une suite directe du précédent et trahit complètement l'insécurité. C'est l'habitude de mentionner constamment et souvent de manière inappropriée vos réussites financières, vos achats coûteux, vos articles de statut ou vos connaissances influentes. J'ai dîné dans un restaurant hier, j'ai laissé quelques centaines. De toute façon, mon nouveau téléphone coûte aussi cher que ton salaire de 2 mois.
Je parlais à quelqu'un du gouvernement l'autre jour et il disait: pour la personne manifestant ce comportement, cela ressemble à une démonstration de force et de statut élevé. En réalité, c'est une démonstration de complexe d'infériorité. Il y a une règle simple, ceux qui possèdent réellement un statut ne l'étalant jamais. Cela peut être comparé à l'aristocratie. L'argent ancien se comporte tranquillement et modestement. L'argent nouveau est bruyant et vulgaire. Une personne qui a grandi avec la richesse et la confiance perçoit ses attributs de succès comme quelque chose d'évident. Elle n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit qu'elle a un téléphone coûteux. Elle le sait déjà. Se vanter est pour ceux qui ont récemment acquis leur statut et qui ont désespérément peur que les autres ne le remarquent pas. C'est le cri d'une personne peu sûre d'elle: « Regardez-moi, reconnaissez-moi, je vaux quelque chose ». Psychologiquement, c'est une tentative de compenser le vide intérieur par des attributs externes. Lorsqu'un homme ne ressent pas sa propre valeur en tant que personne, son intelligence, son charisme, sa volonté, il essaye de la remplacer par la valeur de ses possessions ou de ses relations. Il dit essentiellement: « Moi-même je ne suis peu, être pas très intéressant, mais regardez ma voiture, regardez qui sont mes amis. » Il essaye d'acheter le respect, pas de le gagner. Que voit une femme? Elle ne voit pas un homme qui réussit, mais un homme qui essaye désespérément d'avoir l'air de réussir. Elle voit son besoin d'approbation. Elle voit que son estime de soi ne dépend pas de ses qualités internes, mais de bibelots externes. Et c'est répulsif, car le vrai statut est ce qui reste avec un homme si vous lui enlevez tout son argent et toutes ses relations. C'est sa confiance, son calme, son intellect. Et si sans tout cela un homme ne devient rien, alors sa valeur est nulle. Pour une femme, un vantard est une personne sans substance intérieure. Comment devez-vous vous comporter? Démontrez votre statut, ne le déclarez pas. Ne dites pas que vous avez dîné dans un restaurant cher, emmenez-la Y. Ne parlez pas du prix de votre téléphone, utilisez-le. Ne mentionnez pas vos connaissances influentes, à moins qu'il ne devienne absolument nécessaire de résoudre un problème spécifique. Votre statut devrait être évident dans vos capacités, votre style de vie, votre calme, pas dans vos paroles. Laissez vos actions parler pour vous. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de publicité bruyante. Il se ressent dans le silence. Signe numéro 13. Vous la laissez payer sa part au début. Les idées sur l'égalité sont très à la mode maintenant, qu'une femme devrait aussi payer au restaurant, qu'un partenariat est 50/50. Et sur un plan logique et de justice sociale, cela peut sembler juste. Mais nous ne parlons pas de logique ici. Nous parlons des instincts subconscients qui régissent l'attraction. Et du point de vue de ces instincts, une situation où un homme, lors des premières rencontres, permet à une femme de payer pour elle-même ou partage l'addition est un signal puissant de sa faiblesse et de son rang inférieur. Comprenons pourquoi. Pendant des milliers d'années, un homme a été valorisé principalement pour sa capacité à être un pourvoyeur et un protecteur. Sa capacité à fournir des ressources pour lui-même, sa femme et sa progéniture. Dans le monde moderne, l'argent est l'équivalent de ces ressources. Quand un homme paie pour une femme, il lui démontre symboliquement, inconsciemment: « Je suis un pourvoyeur. Je peux prendre soin de toi. Avec moi, tu seras en sécurité et pourvu. » Il ne s'agit pas d'acheter son affection. Il s'agit de démontrer sa compétence masculine. Mais quand un homme suggère de partager l'addition ou pire encore la laisse payer, il diffuse l'opposé. Je n'ai pas assez de ressources. Je suis incapable ou peu disposé à prendre soin de toi. Je ne remplis pas ma fonction masculine fondamentale. Il peut masquer cela avec toutes sortes d'idées sur l'égalité. Mais son subconscient n'entend qu'une chose. Il est faible. Il n'est pas fiable. Cela ne signifie pas qu'une femme ne peut pas réussir et gagner plus. Cela ne signifie pas que dans une relation établie ou une famille, il ne peut pas y avoir de budget commun. Nous parlons spécifiquement du rituel de la cour, les premières étapes où la fondation des modèles de rôle est posée. Et si à ce stade un homme démontre son incapacité ou sa réticence à être généreux dans la provision, il échoue à un test évolutif crucial. Que voit une femme? Elle ne voit pas un gentleman moderne et éclairé, mais soit un homme avare, soit un homme sans succès. Et les deux sont répulsifs. Même si elle a beaucoup d'argent elle-même, il est important pour elle de voir sa volonté de dépenser ses ressources pour elle. C'est un acte symbolique qui parle de ses intentions
et de son potentiel. Si un homme est radin avec elle au premier rendez-vous, elle en conclut qu'il sera radin avec elle et la famille pour le reste de leur vie. C'est un signal de rareté et les femmes fuient instinctivement la rareté vers l'abondance. Quel devrait être votre comportement? Pendant la phase de cours, la question de savoir qui paie ne devrait même pas se poser. C'est votre prérogative. Lorsque l'addition arrive, vous posez silencieusement et avec assurance votre carte. Il n'est pas nécessaire d'en faire un spectacle. Pas besoin de discuter du montant. Faites-le simplement. Si elle propose de payer sa part, vous devriez poliment mais fermement refuser. Dites quelque chose comme « Ce serait un plaisir de t'offrir ceci ». Cela montrera votre générosité, votre confiance et votre respect pour les rôles traditionnels, qui, peu importe à quel point nous essayons de les abolir, continuent de fonctionner à un niveau profond. La générosité est une démonstration de force et les femmes réagissent toujours positivement à la force. Signe numéro 14. Vous ne gérez pas le rejet avec grâce. La capacité d'un homme à réagir au mot non est l'un des tests les plus précis de sa maturité et de sa force intérieure. Le rejet peut concerner n'importe quoi. Elle ne vous a pas donné son numéro de téléphone, a refusé de sortir avec vous, n'a pas voulu être intime, a dit non à votre demande. Et à ce moment, un homme faible se révèle dans toute sa splendeur. Sa réaction peut varier, mais elle est toujours émotionnelle et inappropriée. Le premier type de réaction est l'agression et les accusations. Pour qui te prends-tu? Qui voudrait de toi de toute façon? J'ai perdu mon temps avec toi. C'est la réaction d'un homme dont l'ego a été blessé. Il ne peut pas faire face aux coups portés à son estime de soi et essaye d'humilier la femme en retour pour compenser en quelque sorte son sentiment d'indignité. Il montre que son intérêt pour elle n'était pas sincère et que le rejet a exposé son vrai visage, celui d'un perdant aigri et en colère. Le deuxième type est les pleurnicheries et la tentative de susciter la pitié. Mais pourquoi, s'il te plaît, donne-moi juste une chance? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il commence à supplier, à mendier, à faire pression sur sa pitié. C'est la réaction d'un petit garçon dont la mère a refusé de lui acheter un jouet. Il démontre un manque total de respect de soi et se met dans la position humiliante d'un mendiant. Une telle réaction ne provoque pas de sympathie chez une femme, mais du dégoût et un désir de s'éloigner de lui le plus rapidement possible. Le troisième type est la rancune cachée. Il pourrait ne rien dire, mais son visage s'aigrira. Il donnera des réponses monosyllabiques, montrant par toute son attitude à quel point il a été blessé. C'est de l'agression passive qui n'est pas moins répugnante que l'agression ouverte. Il essaie de la manipuler, de la faire se sentir coupable de son refus. Pourquoi toutes ces réactions sont-elles un signe de faiblesse? Parce qu'elles montrent que l'estime de soi de cet homme n'est pas interne, mais externe. Elle est complètement dépendante de son approbation. Son oui le rend heureux. Son non le détruit. Il est comme un ballon qui peut être gonflé ou dégonflé d'un seul mot. Il n'a pas de noyau intérieur, pas de valeur intrinsèque qui soit indépendante de l'opinion d'une femme en particulier. Comment réagit un homme fort calmement et avec dignité? Il accepte son non comme un fait. Il respecte son choix. À un refus de sortir ensemble, il sourira et dira « D'accord, je comprends. En tout cas, ça a été un plaisir de te rencontrer. Bonne soirée. » Et il s'en ira. C'est tout. Il n'exigera pas de raison. Il ne sera pas offensé. Il a montré que son monde ne s'est pas effondré. Il a montré que son estime de soi est parfaitement intacte. Il dit essentiellement « Ton refus est ton choix. Cela n'affecte pas ma valeur. Je vais bien, je passe à autre chose. » Une telle réaction a un effet stupéfiant sur une femme. Parfois, cela peut même la faire changer d'avis, car une acceptation calme du rejet est une démonstration d'une immense force intérieure. Cela montre que vous êtes un homme de grande valeur qui a des options, et c'est à de tels hommes que les femmes sont attirées. Apprenez à accepter le non avec un sourire, et vous verrez à quelle fréquence cela commence à se transformer en oui. Signe numéro 15. Vous la mettez sur un piédestal et en faites le centre de votre univers. Nous avons atteint le dernier signe de faiblesse, le plus important et le plus destructeur. C'est la quintessence de tous les précédents. C'est l'idéalisation d'une femme, le fait de la placer sur un piédestal
et de la transformer en l'unique sens et centre de votre vie. Vous arrêtez de vivre votre propre vie, de voir vos amis, de poursuivre vos loisirs, de viser vos objectifs, car tout votre temps, toute votre énergie, toutes vos pensées tournent désormais uniquement autour d'elle. Vous pensez que c'est le véritable amour et la romance du genre dont on parle dans les livres. Vous pensez qu'en lui montrant à quel point elle compte pour vous, vous gagnerez son cœur pour toujours. Mais vous faites l'erreur la plus terrible imaginable. Vous tuez à vous seul son attraction pour vous, car aucune femme saine ne veut être le centre de l'univers de quelqu'un. Elle veut être la compagne d'un homme qui a son propre univers. Ici, Carl Gustav Jung et son concept de l'anima viennent à notre aide. Pour le dire très simplement, l'anima est l'image féminine inconsciente chez chaque homme. Lorsqu'un homme tombe amoureux, il projette souvent cette image idéalisée sur une femme réelle. Il ne tombe pas amoureux d'elle, la personne réelle, avec ses défauts et ses faiblesses, mais de sa projection de son idéal. Et il commence à adorer cet idéal. Il la met sur un piédestal. Mais un piédestal est un endroit pour une statue, pas pour une personne vivante. Dessus, elle se sent piégée. Elle ne peut pas être elle-même. Elle a peur de ne pas être à la hauteur de votre image parfaite. Que se passe-t-il ensuite? Un homme qui n'a pas son propre centre, pas de mission, se dissout complètement en elle. Il devient son ombre. Son humeur dépend de son humeur. Son sourire le rend heureux. Son froncement de sourcils le plonge dans la dépression. Il se perd en tant que personne. Et une femme ne peut pas aimer une ombre. Elle ne peut pas respecter quelqu'un qui s'est abandonné pour elle. Cela ne provoque pas l'amour en elle, mais le mépris et un sentiment d'étouffement. Elle s'ennuie. Elle se sent responsable de son bonheur. Et c'est un fardeau insupportable. L'homme qui est attirant est celui qui a son propre monde. Un monde où il a son travail, ses objectifs, ses amis, ses passions. Et il invite une femme dans ce monde qui est le sien comme l'invitée la plus honorée. Il lui donne la meilleure place dans ce monde, mais il ne fait pas d'elle le monde lui-même. Il reste le personnage principal de sa propre histoire et elle est sa belle compagne. C'est le modèle qui crée l'attraction et le respect. Par conséquent, si vous sentez qu'une femme est devenue tout pour vous, c'est un signal d'alarme. Cela signifie que vous n'avez rien d'autre. Ramenez immédiatement la concentration sur vous-même. Rappelez-vous vos objectifs. Appelez vos amis. Allez à la salle de sport. Commencez à lire des livres. Remplissez votre vie de sens qui ne dépend pas d'elle. Votre tâche principale est d'être intéressant pour vous-même. Seulement alors vous serez vraiment intéressant pour elle. Enlevez-la du piédestal, placez-la à côté de vous et marchez ensemble à travers la vie, mais chacun sur ses deux pieds. C'est la formule d'une relation saine et passionnée. Nous avons analysé 15 signes non évidents mais mortellement dangereux de faiblesse pour l'autorité d'un homme. Et si vous avez été honnête avec vous-même pendant ce diagnostic, vous en avez probablement trouvé au moins quelques-uns en vous. Et c'est normal. Ce qui compte, ce n'est pas où vous êtes maintenant, mais où vous avez décidé d'aller. La principale conclusion que nous devrions tirer est la suivante: la véritable force masculine n'est pas l'agression, ni la grossièreté, ni la dictature. C'est le calme, une confiance tranquille en soi, en ses décisions, en son droit d'être soi-même. C'est un noyau intérieur qui ne se brise pas sous la pression des tests féminins, des difficultés de la vie ou des opinions des autres. En vous débarrassant de ces 15 marqueurs, vous ne deviendrez pas un mauvais garçon ou un égoïste. Vous deviendrez un homme dont le calme et l'autosuffisance attireront le respect et le désir au niveau subconscient le plus profond. Vous arrêterez de vous agiter, de vous excuser et de vous faire complaisant. Vous commencerez à agir, à diriger et à prendre des responsabilités. Vous vous récupérerez vous-même. Et c'est la chose la plus attrayante qu'un homme puisse posséder. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous a offert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien, chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds fidèles à l'esprit de Carl Gustav Jung afin de vous aider à mieux vous comprendre pas à pas.
Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.